Bonjour, mes frères et sœurs congolais de père et de mère. Très content de vous savoir nombreux. Mes frères et sœurs, me voici à l'espace de 2 jours seulement, revenir encore vers vous, vous proposer un autre numéro, vu l'importance du sujet. La fois passée, on avait parlé, je vous avais proposé un sujet à rapport avec la lettre écrite par la sénatrice Linda Sanchez sur le deal entre Congo-Kinshasa et les États-Unis d'Amérique. Cette lettre-là avait, ou bien continue jusqu'à aujourd'hui, à inquiéter les Congolais, alors qu'il n'y a rien. Je profite, avant d'entrer dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui, je viens vous parler des retraits de 600 carrés miniers faits par le gouvernement central, le gouvernement de la République démocratique du Congo. Un événement très salvateur pour le peuple congolais, mais qui semble passer inaperçu. On n'en parle pas. On dirait que c'est jeté dans les oubliettes. Alors que c'est un événement qui doit beaucoup faire parler le peuple congolais et permettre au peuple congolais d'éviter l'erreur du passé qui a fait que ces 600 carrés miniers soient attribués à des aventuriers. Mais avant de parler de ces 600 carrés miniers retirés, j'ai préféré répondre à des questions me posées par rapport à la lettre de Linda Sanchez. La première question qui m'a été posée est celle de savoir qu'est-ce qu'il y a eu en 1885. En 1885, il y a eu une avancée dans les domaines technologiques, dans les domaines surtout de l'industrie. Et vous vous souviendrez que le 19e siècle, c'est un siècle de grandes inventions. Alors, pour les industries ou l'automobile américaine, il fallait une transition, comme aujourd'hui là. Il fallait une transition, passer des roues métalliques aux pneus à caoutchouc. Et la République démocratique du Congo fut le réservoir mondial du caoutchouc. C'est exactement comme aujourd'hui encore, ces mêmes industries automobiles américaines veulent faire encore une transition, passer de nos batteries habituelles aux batteries électriques. C'est encore une fois de plus la République démocratique du Congo qui est le réservoir mondial de ces matières critiques, de ces minerais critiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu en 1885 ? En 1885, les États-Unis d'Amérique devraient assurer l'approvisionnement des chaînes des industries automobiles américaines en caoutchouc en provenance de la République démocratique du Congo. Donc il fallait assurer cet approvisionnement-là de caoutchouc venant de la République démocratique du Congo aux industries d'automobiles américaines. Mais les États-Unis d'Amérique, qui venaient de sortir, qui venaient de mettre fin à l'esclavagisme, ne pouvaient pas continuer à négocier ou à signer des traités ou des accords avec un pays qui n'est pas souverain. Alors c'est comme ça que le Sénat américain va voter en date du 10 avril 1884 une résolution reconnaissant les drapeaux du Congo-Kinshasa, l'œuvre de Léopoldien, comme les drapeaux d'un pays souverain. Parce que pour les États-Unis d'Amérique, il ne fallait pas coopérer avec une œuvre philanthropique. Il fallait élever le Congo-Kinshasa au rang d'un pays, d'un État souverain. C'est ce qui a été fait. Et malheureusement, un sénateur démocrate du nom de Herbert Hillary, je parie qu'il doit être même grand-parent de Hillary Clinton, c'est lui qui va écrire une lettre, comme l'a fait aujourd'hui Sanchez. Il écrit une lettre pour dire que non,
il est contre la politique poursuivie par l'administration Arthur Chester sur les dossiers concernant le Congo-Kinshasa. Et il est allé loin jusqu'à dire que non, nous étions, le gouvernement Arthur Chester ne veut pas associer le Sénat américain dans ces négociations. C'est effectivement ce qu'a fait aujourd'hui la sénatrice démocrate Linda Sanchez. Alors que c'est les Américains, l'administration Chester voulait entrer en République démocratique actuelle, République démocratique du Congo par la grande porte. C'est-à-dire prendre le caoutchouc dans un partenariat public, c'est-à-dire d'État à État. Ce qui était une très bonne chose pour Congo-Kinshasa, mais ce sénateur-là, Hilary, lui était contre. Alors, c'est sûr qu'il voulait que les caoutchoucs du Congo-Kinshasa quittent Kinshasa par des sociétés criminelles. Alors, c'était un peu ça. Alors, ça, c'est en 1884, 1885. Alors, en 1800, donc aujourd'hui, en 2025, il y a Linda Sanchez qui reprend les bêtises que ce sénateur-là, il avait commises. Maintenant que Trump veut entrer par la grande porte, amener les entreprises américaines pour venir exploiter, entrer par la grande porte, venir chercher les minéraux critiques dont ont besoin ces entreprises-là, mais il y a des démocrates qui sont contre. Qui sont contre la politique poursuivie par Trump. Ils veulent que les minéraux critiques de la RDC soient exploités et exportés par le Rwanda. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, la première puissance au monde, décident d'investir au Congo. Mais il y a un président, un mini-fretin, que Zachary Bababa, ce Zach l'appelle, moi, c'est le président là, qui s'érige contre les États-Unis d'Amérique. Allez-y comprendre quelque chose. Qui en tête ce président de la République, ce criminel Paul Kagame, ce sont les démocrates. Voilà, c'était un peu ça, mais nous rentrons très vite dans le sujet qui nous concerne. Et avant de terminer, je vais dire que vous comprendrez pourquoi, quand les démocrates sont au pouvoir des États-Unis d'Amérique, c'est la souffrance en République démocratique du Congo, sur le plan politique. Donc, ici, je vous permets de comprendre pourquoi les raisons du comportement des démocrates vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est en 1884. Alors, ça, c'était une façon pour moi de répondre à ces questions. Je passe très vite au sujet du jour, concernant les 600 carrés miniers. Je suis venu aujourd'hui partager avec vous l'expérience que moi j'ai vécue concernant les carrés miniers en République démocratique du Congo. Parce que quand le président de la République, quand le gouvernement a annoncé le retrait des 600 carrés miniers, moi je me disais, la presse va faire un grand bruit. Donc les Congolais vont accompagner le président de la République dans ce travail-là. Mais malheureusement, c'est silence radio. Il n'y a personne qui en parle. Alors, je viens partager avec vous l'expérience que moi j'ai vécue en matière de carrés miniers en République démocratique du Congo pour que vous vous fassiez une idée sur ce que représentent les 600 carrés miniers. Les torts, les dégâts qu'ils ont commis sur le peuple congolais et surtout mettre fin, c'est-à-dire chercher à créer une mémoire collective dans les chefs des Congolais pour que cette bêtise-là ne soit pas répétée un autre jour. Voilà ma démarche aujourd'hui. En 2008, j'étais membre du gouvernement provincial de Fossongoï-Kassanji. En qualité de ministre provincial des Finances, j'avais fait signer un protocole d'accord avec la DGI pour le recouvrement de l'impôt sur la superficie des concessions minières que
le gouvernement central, par, à travers la loi 08/012 du 31 juillet 2008, je pense, 2008, avait cédé ces impôts-là aux provinces. Mais comme les provinces n'avaient pas de régie financière, je me suis dit, j'ai signé un protocole d'accord avec la DGI, ce qui a été fait. Alors, la DGI va faire sur ma demande. Parce que moi, en tant que ministre provincial des Finances, je pouvais très bien demander au cadastre minier. Mais je n'avais pas un pouvoir sur le cadastre minier. C'est comme ça que j'ai utilisé la DGI. La DGI a demandé les répertoires des sociétés minières œuvrant dans la province du Kasaï oriental. Et lorsque la réponse vient, c'est 43 sociétés minières au lieu de 3 ou 4 sociétés que le peuple du Kasaï oriental connaissait. C'était, la première société, c'était la MIBA. La deuxième société, c'était Sengamine, actuel Sassim. La troisième société, c'était Souternera Kaima, qui exploitait les diamants alluvionnaires dans Akabe Akamwanga, sur la rivière Loubi. Oui. Et la quatrième société, c'était Debils, le géant mondial sud-africain du diamant, mais qui, lui, était dans la phase des recherches. Il n'avait pas exploité les diamants à Cabinda. Donc c'était là les 4 sociétés qu'on connaissait. Mais alors que, lorsque le cadastre minier communique, le nombre de sociétés, on a 43 sociétés minières. Alors, voilà ce que j'ai pu retenir. Je partage avec vous pour que vous puissiez mesurer la grandeur, les torts qu'ont causé les détenteurs de ces 640 000 carrés miniers. Alors, nous sommes à Mbujimayi. Je demande à la DGI d'asseoir les impôts. Du par c'est quelques 39 sociétés minières. Et mes frères et sœurs, dans la correspondance, dans les correspondances entre la DGI et ces sociétés minières-là, ce sont les maîtres avocats qui répondaient. Donc, ça veut dire que ces sociétés-là étaient gérées par les maîtres avocats, dont une grande partie se trouvait à Kinshasa. Une société minière, quand vous écrivez, non, mais c'est un cabinet d'avocats qui vous répond. Alors, nous sommes allés, on a respecté la procédure fiscale, la loi 004, portant réforme de procédure fiscale. On a respecté et au finish, nous étions passés à la phase du recouvrement forcé. La première société, c'était Roche Mining. Roche Mining, au Katanga. Roche Mining, ces comptes ont été bloqués. Quand les comptes ont été bloqués, les émissaires de Roche Mining étaient descendus à Mbujimayi. Nous avons commencé les pourparlers et Roche Mining était d'accord de payer quelque chose. Contre toute attente, Roche Mining nous demande au gouvernement provincial que les réunions, les pourparlers se poursuivent à Kinshasa. Naïfs que nous étions, nous sommes venus, et quand nous sommes arrivés ici à Kinshasa, au lieu de Roche Mining, nous avions en face de nous le gouvernement central. Nous avions le tout puissant ministre des Mines, qui est la RDC ECO. Aucun membre de la société à ses côtés. Et le ministre va nous dire que non, c'était une erreur du cadastre minier. Roche Mining n'a jamais eu de carré minier en Mbujimayi. Et pourtant, mes frères et sœurs, j'ai produit les copies des permis de recherche et permis d'exploitation de granges de Roche Mining de la province du Kasaï oriental. Le ministre dit non, vous laissez tomber, il ne faut pas créer des problèmes inutilement avec des investisseurs. Et l'ordre fut donné au gouverneur de la province du Kasaï oriental, Ngoï Kassange, et lui s'est rabattu sur moi. Et c'est comme ça que nous avions laissé abandonner ces dossiers-là. Et la province du Kasaï oriental a perdu 700 000 $ que nous avons poursuivis. La deuxième société, c'est la société minière de diamants de Sankuru qui exploitait dans la concession minière de la MIBA.
village situé du côté après Katekelai. Donc, société minière de diamants de Sankourou. Quand je demande à mes amis les Batete là, vous de Sankourou là-bas, est-ce que vous connaissez une société? Ils disent, on ne connaît pas. Sauf que cela n'existait pas. Alors que la société était en train d'exploiter les diamants. Donc, vous voyez là-bas, regardez là-bas, vous voyez cette drague-là, donc une drague ultramoderne, avec laverie de couleur verte là, de couleur un peu jaune là, vous voyez, c'est le triage de diamants. Donc, en tout cas, la société était en train d'extraire le diamant et la province de Kasaï orientale et le peuple Kasaï oriental n'était pas tenu au courant. Alors, au lieu d'utiliser le dossier fiscal de la DGI, pour le cas de cette société-là, avec l'expérience malheureuse que j'ai vécue avec le ministre des Mines du gouvernement central, dans le dossier Roche Mining, j'ai recouru au huissier du tribunal de grande instance de Mbujimayi. Et il est là, celui-là, il est en train de saisir, nous sommes en train de saisir la drague, la laverie, le triage et tout. Mais là-bas, au fond, là-bas, vous voyez, c'est moi en noir. Derrière moi, il y a un produit, c'est mon garde du corps. Donc la population était en train de dire que nous, en tout cas, nous acceptons le pouvoir de Ngoï Kassanji. Parce que ces blancs ici nous ont maltraités. Nos pirogues ne peuvent pas sillonner dans le parage de là où se trouve la drague. Peuple congolais, c'est pour vous dire que les pays étaient déjà vendus. Quand Félix Tshisekedi Tshilombo vous dit que le pays était vendu, il a raison. Voilà un cas concret. Et cette société-là n'était même pas connue de la Direction générale des impôts. Il ne payait pas l'impôt sur les bénéfices. Alors, lorsque on a procédé à la saisie des matériels de cette société, j'ai demandé à la Direction provinciale des impôts de tirer toutes les conséquences fiscales qui s'imposent concernant les impôts sur les impôts professionnels, que ce soit les impôts sur les bénéfices ou les impôts sur les salaires du travailleur. Donc j'avais demandé à la DG. Donc voilà comment est-ce que le pays a été vendu. Et qui gérait cette société-là? C'est un Sud-Africain. Et 2 jours avant notre arrivée à Kansenga, il a été alerté par ses services et il avait pris, il s'était éclipsé. Alors, la troisième société, c'est la société de diamants de Sankourou. Mes frères et sœurs, ça fait mal. Cette société-là a exploité aussi les diamants dans la concession de l'Amiba. Pendant que nous étions en négociation avec l'Amiba, les propriétaires de cette société-là, domiciliée en Afrique du Sud, vont appeler une réunion par vidéoconférence. Mes frères et sœurs, j'ai vu un petit Sud-Africain, un blanc, tonner sérieusement sur le PAD de l'Amiba, le numéro 1 de l'Amiba. Un petit blanc tonnait sérieusement sur lui. Pourquoi il a accepté de négocier avec la province du Kasaï oriental? Et je m'étais tenu à la tête, j'ai dit, le pays était déjà vendu. La 4e société, c'était Lodja Ressources. Une société non connue de Lodja, mais qui a des carrés miniers. La société est domiciliée où? À Lubumbashi. Nous sommes allés à Lubumbashi, nous avons trouvé le siège social de cette société dans la concession d'un conseiller spécial en matière de sécurité, paix à son âme. Du moins, lui là, ils avaient beaucoup aidé. Lorsqu'il avait appris que la société avait des carrés miniers en Mbujimayi, et lorsque le conseiller spécial avait appris avec beaucoup de regrets que la société avait donné comme adresse du siège social sa concession, il a été surpris. Il a dit non, mais cette société, la société qui est locataire chez moi là-bas, c'est Boss Mining. Voilà comment ces gens sont en train de s'amuser avec les Congolais comme des petits enfants. Un jour, je ne serai pas là et mes enfants risquent de perdre ma concession
Hein? Pourquoi? Parce qu'on avait logé, on avait donné la concession en location à une société que nous, on ne connaît pas. Moi, je n'ai pas signé un contrat avec cette société-là. Alors, il me dit, attendez, je reviens, et il va appeler. Après, le conseiller spécial va me rappeler pour me dire, le monsieur s'appelle monsieur Béa, il est en ville, j'ai donné l'ordre qu'il puisse rentrer, qu'il vous rejoigne là où vous êtes dans ma concession et vous puissiez travailler avec lui. Et dans les minutes qui suivaient, j'ai vu un Congolais venir du nom de M. Béa. Et c'est lui qui était à la manœuvre. Et grâce au conseiller spécial, que son âme repose en paix, grâce à lui, le Kasaï oriental avait recouvré les montants dus par société, tandis que tous les trois sociétés-là, rien, le Kasaï oriental avait perdu et les montants poursuivis pour ces quatre sociétés étaient plus de 3 700 000 $. Je suis en train de vous donner les torts que 4 carrés miniers ont commis pendant 5 ans. Mais ici, il y a 600 carrés miniers qui ont causé du tort au peuple congolais pendant 30 ans. Frères et sœurs, même si vous n'aimez pas Fachi, mais aimez quand même le travail qu'il est en train de faire. Parce que vous vous souvenez, je vais vous faire rire un peu. En 2008, là, à Mbujimayi, j'ai écouté beaucoup une chanson gospel de Jérôme Yangwila, Tamboyouta. Il disait dans cette chanson que Yohan Jean-Baptiste pleurait. Il disait, qui viendra sauver l'humanité? Et moi, en écoutant cette question-là, je me posais la question, qui viendra délivrer la province du Kasaï oriental? La province du Kasaï oriental est prise en otage par les enfants du diable. Et je pleurais. Mais voilà, mes larmes ont été essuyées parce que Dieu a envoyé, comme il avait envoyé Jésus-Christ, il a envoyé Fachi Béton, qui est venu mettre fin aux aventures des kabylistes. 4 carrés miniers seulement. Pendant 5 ans, plus de 3 700 000. Mais ici, nous avons affaire à 600 carrés miniers pendant plus de 20 ans. Et vous vous imaginez un peu ce que le peuple congolais a perdu. Alors, c'était cette expérience malheureuse vécue que j'ai voulu partager avec vous. De plus que, pour que nous puissions capitaliser le secteur minier, qui est pour le peuple congolais le secteur qui donne à l'État, au gouvernement congolais, les moyens de ses actions à plus de 80%. Donc voilà un peu ce que moi j'ai voulu partager avec vous. Mais plus vite là, j'avais oublié de répondre à la deuxième question sur Linda Sanchez. La deuxième question, c'était celle de savoir pourquoi les États-Unis d'Amérique avaient délocalisé les manuscrits de Sanford, de sa librairie privée, General Sanford Memory Library, vers la Banque centrale de l'État de Floride. Mais pourquoi? Et là, je réponds à mon frère qui m'avait posé cette question-là. Vous savez, il y a eu crime. Et les États-Unis d'Amérique, là où ils commettent des crimes, ils font tout, ils effacent des traces. Lorsque on corrompt tout un Sénat, parce que le Sénat américain a été corrompu, du moins les démocrates, ils ont été corrompus en 1884 par les généraux des Marines américains sans faute. Donc cette condition-là touche à l'âme même des États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas accepter qu'un pays détienne les informations, les éléments sur la corruption. Voilà pourquoi ils avaient déclaré ça. Je sais que vous vous posez la question de savoir. J'ai beaucoup parlé de 4 sociétés minières, alors que le répertoire reprenait 43 sociétés minières. Alors, je vous avais dit au début
que 4 sociétés n'avaient pas de problème. C'était l'Amiba, la Sengamine, la Sassim, Debils et Soutenir Caïman. Eux n'avaient pas de problème. C'est 39 sociétés qui étaient des délinquants, s'il faut le dire, des défaillants, des fraudeurs de notre diamant du Kasaï oriental. Alors, sur les 39, on avait traqué 4 sociétés qui sont passées par le recouvrement forcé. Il restait 35 sociétés. Et vous voulez savoir ce qui était advenu à ces 4 sociétés? Vous serez surpris, mes frères et sœurs. Ces 35 sociétés avaient d'elles-mêmes renoncé à ces carrés miniers. Ils ont écrit au cadastre minier, copie pour information à la province du Kasaï oriental, au gouvernement central, pour dire que non, ils venaient de rompre le contrat avec le gouvernement congolais à ce qui concernait les permis d'exploitation qu'ils détenaient dans la province du Kasaï oriental. Donc, les maîtres avocats qui géraient ces sociétés-là à partir de Kinshasa avaient écrit et ils avaient mis fin à l'existence de ces contrats. Et voilà de quelle belle manière nous avons pu sauver la province du Kasaï oriental en mettant hors état de nuire tous ces aventuriers-là. Ici, je termine en disant, Monsieur le Président de la République Fachi Béton, je vous annonce ma candidature en tant que gouverneur de la province du Kasaï oriental. J'ai des capacités, j'ai des qualités pour gérer cette province-là et pour la développer. Merci beaucoup.